Goeiedag iedereen, bonjour tout le monde. Le président me demande de le remplacer puisque le groupe est encore en cours de travail. Et donc nous allons voir un peu l'ordre, parce qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas là, et donc on va devoir changer l'ordre des questions. Mais ici, pour la première, il n'y a pas de problème. Donc, Monsieur Van Gonsenhoven, par rapport au programme Restart pour l'accompagnement des entrepreneurs faillis en rebond. En faillite, en rebond, oui, c'est ça. Vous avez la parole, Monsieur Van Gonsenhoven. Voilà, Monsieur le ministre, le 20 mars, un article dans le quotidien Le Soir faisait mention d'un programme qui visait et qui vise à accompagner des entrepreneurs, 80 très exactement, en 2017, des entrepreneurs qui ont connu la faillite et qu'il était utile de pouvoir guider en quelque sorte dans une deuxième chance pour pouvoir se relancer, ce qui est en soi une initiative intéressante parce qu'on sait malheureusement qu'en Europe, il n'y a qu'un très petit nombre d'entrepreneurs qui ont fait faillite qui peuvent se relancer, au contraire de ce qui se passe par exemple en Amérique du Nord. J'ai cru comprendre que la région finançait l'initiative de 130 000 € à hauteur de 75%, que l'affaire était pilotée par Bessie. Et évidemment, cette initiative est intéressante et me permet de poser un certain nombre de questions. D'abord, comment vont être sélectionnés les 80 entrepreneurs pour 2017 ? Quelle est la nature de l'accompagnement du soutien qui va être donné à ces entrepreneurs? Et puis, j'ai également appris que le dispositif, en tout cas dès à présent, on réfléchissait à donner une pérennité à ce dispositif, du moins à le rendre structurel, et par rapport à ce dispositif donc, de rebond, j'aurais voulu alors vous interroger sur les modalités, le calendrier et les moyens budgétaires qui étaient là également prévus par rapport à ce dispositif plus structurel qui, semble-t-il, pourrait voir le jour dès 2019. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos informations. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le député, d'abord sur l'appréciation très flatteuse de l'initiative que nous avons lancée et qui s'inscrit d'ailleurs dans le SBA, qui est la preuve que nous appliquons le SBA. Et de fait, nous voulons explorer les méthodes les plus efficaces d'accompagnement pour des entreprises qui sont en faillite, qui ont connu la faillite ou qui sont en réorganisation judiciaire. Et comme vous le dites, il n'y a pas aujourd'hui de procédure structurée d'accompagnement à cet égard. Alors, pour pouvoir mettre en place un dispositif, nous allons travailler et explorer cette matière par des appels à projets. L'appel à projet 2016 visait précisément à développer un programme et au terme de ce projet, il y aura l'évaluation. On le lance, on verra encore si c'est efficace. Quels sont c'est donc un appel à projet. Donc, Bessie a, je dirais, établi son cahier de charges. C'est sur base de ce cahier de charges que nous avons retenu ce projet. Il faut bien entendu, pour être bénéficiaire, avoir fait aveu de faillite ou mis sa société en liquidation auprès du tribunal de commerce dans les 24 mois précédents, ou être en procédure de réorganisation judiciaire, ou ça vise aussi, je dirais, des cadres qui ont subi un licenciement après de nombreuses années. Alors, il n'y avait pas, après de nombreuses années d'ancienneté, il n'y avait pas de restrictions par secteur. Il faut bien entendu avoir son siège et être domicilié en région bruxelloise. Et il faut avoir la volonté de s'engager dans un processus de rebond et accepter, évidemment, l'accompagnement qui est proposé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui connaissent une faillite, mais ils rebondissent tout de suite après parce qu'ils ont déjà leur projet. Donc, on ne couvre pas tout le champ de faillite, c'est impossible d'ailleurs. Alors, quels sont le type de soutien? Il y a du coaching individuel, donc véritablement
coacher la motivation, le pourquoi de l'échec et quelle est la motivation dans le projet de relance. Il y a un parrain, un expert qui pendant 1 an va accompagner le candidat pour reprofiler un nouveau projet de relance. Il y a des réunions collectives d'échange. J'ai d'ailleurs participé à une réunion collective d'échange et le journaliste était d'ailleurs là à ce moment-là. Et il y a des ateliers de travail collectif technique avec des experts en marketing, avocats, comptables, experts en stratégie, etc. Alors, je pense qu'il est prématuré maintenant de vous dire ce qui va se passer en 2019. Vous dire qu'en 2017, on va lancer de nouveaux appels à projets pour creuser encore davantage la matière, pour pouvoir avoir une vision globale. Et donc, par exemple, en 2017, c'est dans les quelques prochains jours, je vais lancer des appels de projets pilotes de crédit relance, puisque un des problèmes, c'est avoir accès au crédit, et par exemple aussi des projets pour le développement d'outils pour détecter les entreprises en difficulté. Voilà, et pour le reste, je vous renvoie au Small Business Act, objectif 1.6, qui reprend de manière très claire tout ce qui est ma ligne de conduite. Merci, M. Valconcenove. Merci, Monsieur le ministre, pour ces réponses. Est-ce que vous avez à l'esprit le taux de rebond donc, des entreprises qui ont fait faillite, enfin des entrepreneurs qui ont fait faillite en région bruxelloise? Le taux est très faible d'une façon générale en Europe, mais à Bruxelles, est-ce que vous avez une idée de où on se situe? Oui, donc les statistiques sont publiées régulièrement sous le taux de cessation. Alors, dans le taux de cessation, vous avez bien sûr la faillite et puis vous avez la cessation d'activité, donc quelqu'un qui arrête son activité parce qu'il prend sa pension, etc. Mais oui, on a le chiffre, le taux de faillite, mais je ne l'ai pas comme ça ici en tête, mais il est publié régulièrement dans le baromètre conjoncturel. Merci. Merci, M. Valconcenove. Et on va passer donc à la question de M. Lowenstein, M. Pinsteren, M. Handishi, Mme Ozdemir et Mevrouw Maas pour Mme Fadila Hanan. Mesures consécutives à la grève des agents de Bruxelles Propreté. M. Lowenstein, vous avez la parole, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'État, lundi et mardi dernier, Bruxelles Propreté était en grève et donc la collecte des déchets n'a pas pu se faire au niveau des communes bruxelloises. Suite à ça, les communes ont dû s'adapter. Elles ont dû communiquer auprès des habitants pour leur demander de rentrer leurs poubelles jusqu'à la prochaine collecte avec certaines difficultés. D'abord, évidemment, on ne peut pas toucher tous les usagers, tous les habitants. Et puis, certains habitants, à juste titre, refusent de rentrer leurs poubelles pour diverses raisons. Soit ils n'ont pas de place à la maison, soit aussi pour des raisons évidentes, des raisons sanitaires évidentes. Alors, suite à cette grève, les communes ont tenté, ou certaines communes, tant bien que mal, ont tenté de suppléer avec les effectifs dont ils disposent. Je prends pour exemple notamment Forêt, où mardi et mercredi, on a collecté environ 60 tonnes de poubelles. Ce n'est pas toute la commune, mais on a essayé de limiter en tout cas la casse au niveau de la collecte et de la présence de poubelles en voirie. Évidemment, cette grève est liée, on l'a lu dans la presse, à un ras-le-bol de la part de travailleurs suite à la réforme de la collecte des déchets. Vous avez aussi affirmé dans la presse être une femme de dialogue et pas une femme de conflit. Donc mes questions sont les suivantes. D'abord, évidemment, la question principale, quel est l'état des négociations avec les représentants des travailleurs? Quelles sont les pistes de solutions? J'ai entendu quelques suggestions, en tout cas j'ai pu en lire dans la presse, notamment au niveau de la collecte des sacs oranges, avec la demande de les collecter en même temps que les sacs blancs. Est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable? Ça, c'est une première chose. J'ai aussi pu lire qu'on abandonnerait prochainement les sacs blancs de 80 litres qui sont lourds. À partir de quand ces sacs blancs vont disparaître? Est-ce que c'est après l'épuisement du stock ou est-ce que ça sera à un moment donné, à une date précise, l'élimination des sacs blancs? Merci. Et encore deux questions au niveau de l'organisation. Madame la Secrétaire d'État,
C'est d'abord les mesures qui sont prises par Bruxelles Propreté, qui ont été prises par Bruxelles Propreté suite à cette grève. Et enfin, est-ce qu'il existe au niveau de Bruxelles Propreté des procédures de service minimum en cas de grève? Voilà. Merci. Essayez de respecter le temps si c'est possible. Monsieur Pinksteren, démarche entreprise, mais ce n'est pas seulement pour vous, hein, Monsieur Rocheten, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y avait 40 secondes en plus. Démarche entreprise à la suite de la grève ayant affecté les collectes des déchets. Monsieur Pinksteren. Ah, le temps de parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, bonjour. Je vais essayer de ne pas tomber dans la redite parce qu'effectivement, la situation de grève qu'on a connue cette semaine est très préoccupante. Elle est préoccupante en fait parce qu'elle s'inscrit dans une saga, ou je dirais un très très mauvais feuilleton, celui de la réforme de la collecte des déchets ménagers à Bruxelles. Et donc, on a connu plusieurs épisodes, hein. On a eu des modifications sans trop informer les Bruxellois, on a eu des consignes sur les jours de consommation de poissons, on a eu finalement 2 ans de réflexion pour la réforme de la collecte qu'on attendait tous et qui allait permettre de généraliser, chose très positive, la collecte de déchets organiques, etc. Cette collecte, on l'attendait, on a dépensé beaucoup d'argent pour un nouveau calendrier, on en a parlé dans le cadre des débats budgétaires, on allait voir ce qu'on allait voir, et tout ça allait bien rouler. Sauf que déjà, fin de l'année dernière, les syndicats vous ont averti qu'il y avait des difficultés. Alors, ce n'est pas des difficultés de nature conservatrice, où on dit ces travailleurs ne veulent pas travailler, c'est pas ça, c'est qu'ils disaient, ils s'inquiétaient sur le charroi, sur le personnel, s'il y avait suffisamment de personnes pour rencontrer les objectifs de cette réforme de la collecte. La réforme de la collecte entre en vigueur au 1er janvier, et on apprend déjà assez directement que vous devez engager vite des intérimaires, parce que bon, finalement, il n'y a pas assez de personnel. Ok, 2 ans pour préparer une réforme des collectes, et on se retrouve à ce niveau-là d'improvisation, c'était assez étonnant. Alors on se dit, bon, maladie de jeunesse, ça va bien se passer, mais on est 3 mois plus tard. Et les problèmes ne sont toujours pas solutionnés. Et le problème qui apparaît au grand jour, c'est l'accumulation de sacs poubelles dans les rues. On se croirait à Naples. Qu'avez-vous fait, Madame la secrétaire d'État? Qu'avez-vous fait pour empêcher cette situation? Qu'avez-vous entrepris pour rétablir un dialogue social et pour préserver le service public aux Bruxellois? Voilà mes questions. Merci, Monsieur Pinksteren. Monsieur Andichy, suite réservée à la grève des agents de Bruxelles Propreté. Vous avez la parole, Monsieur Andichy. De quoi? On va rester à Bruxelles. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État, Madame Fadila Lanan, 3 jours de grève. Et pourtant, on vous avait averti. 3 jours de grève avec des revendications, il faut plus de personnel, il faut un investissement dans les infrastructures pour la nouvelle réforme. Moi, je me souviens qu'en février et en octobre 2016, on vous posait la question. Voilà, Madame Lanan, félicitations. Vous avez une chouette nouvelle réforme qui va dans le bon sens, avec une amélioration pour le service des Bruxellois. Je me souviens, j'ai été voir un petit peu ce que vous avez répondu. Vous inquiétez pas, on étudie la situation, on va mettre les moyens et on va même améliorer les conditions de travail des agents de Bruxelles Propreté. Aujourd'hui, force est de constater 3 jours de grève pour vous faire réagir. Madame Lanan, c'était pas faute de vous avoir averti. Vous nous avez dit que vous avez étudié la situation et force est de constater qu'il n'y a toujours rien. Madame Lanan, moi, mes questions sont aujourd'hui, quelles sont concrètement les mesures que vous allez mettre en place pour les revendications des syndicats à Bruxelles Propreté, pour engager du personnel? Quels sont les moyens que vous allez mettre concrètement pour avoir des infrastructures qui vont accueillir ces personnels supplémentaires? Et puis, vous nous aviez rassurés, mais bon, concrètement sur le terrain, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Visiblement, il y a un problème par rapport au kilométrage et au tonnage qui sont, j'allais dire, arrachés, parce que c'est quasiment ça, arrachés par les travailleurs de Bruxelles Propreté. Et donc, quelles sont les mesures concrètes pour le rééquilibrage des tournées pour les agents de Bruxelles Propreté? Merci, Monsieur Andichy. Madame Ozdemir, grève au sein de Bruxelles Propreté.
Alors, beaucoup de choses ont été dites, Madame la secrétaire d'État. Tout d'abord, évidemment, on savait que réformer la collecte des déchets allait de toute façon causer des soucis et qu'il y aurait de toute façon des gens heureux et malheureux. Même si maintenant, évidemment, on est presque en mois d'avril, on est fin mars et qu'à partir de maintenant, ça ne doit plus rigoler. Il y a une espèce de confusion qui continue de régner et ça, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. On a des travailleurs mécontents et malgré les promesses qui ont été faites de réengager du personnel, d'apporter des infrastructures, enfin de réadapter les infrastructures parce qu'aujourd'hui c'est de ça aussi un peu qu'on parle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore malheureusement des poubelles qui n'ont pas été ramassées, notamment dans mon quartier. Mais je voulais aussi, je sais que vous êtes en dialogue permanent, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer qu'après votre réunion du 27 mars, cela va aboutir à quelque chose? Parce que d'une part, on entend des syndicats qui disent que leurs revendications ne sont pas entendues, et d'autre part, on entend de votre part que voilà, vous essayez de répondre à un certain nombre de revendications. Où est-ce que la situation en est aujourd'hui? Est-ce que cette phase de négociation va aboutir à quelque chose? Je sais que vous revoyez le 27 mars. Est-ce qu'après cette réunion, on va finalement avoir des conclusions? Est-ce que le dialogue social va reprendre? Est-ce que les syndicats sortiront satisfaits de cette rencontre? Est-ce que le nombre de travailleurs va augmenter? Parce que vous en aviez engagé, mais qu'en est-il aujourd'hui? Et est-ce que les Bruxellois et les travailleurs seront satisfaits après votre réunion? Grand merci. Merci, Madame Ozdemir. Nu hebt het woord mevrouw Maas. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, mevrouw Lanaan, wat moeten we weer al zeggen? We zijn hier voor de 31ste keer. Hier met een slechte aflevering van een slecht feuilleton, namelijk het afvalbeheer van ons gewest. In de buurt van Simonis, waar dat ik woon, zie je gewoon nog de bergen afval gewoon op straat liggen. Maar gigantische bergen, hè? Dat is door die staking. En u verwijt ons in de commissie dat wij zeggen dat wij eigenlijk geen respect tonen voor Net Brussel als we zeggen dat er geen transparantie is in uw beleid. Het is uw beleid. Nu, wij moeten vaststellen dat de vakbonden ook niet tevreden zijn met uw beleid. Want zij hebben dus een staking aangezegd, wat toch door een groot deel van het personeel is opgevolgd. En u heeft een voorlopig akkoord. Nu willen wij graag weten wat dat voorlopig akkoord is, maar niet op de korte termijn, maar natuurlijk op de langere termijn. Er is sprake van dat u 300 werknemers extra heeft beloofd. En er is ook geen infrastructuur voorzien voor die mensen. Dus graag willen wij weten welke extra uren de huidige mensen al hebben moeten presteren om uw plan uit te voeren, op welke manier dat zij gecompenseerd worden, hoeveel heeft dat allemaal eigenlijk al gekost, die extra uren, maar meer nog, eigenlijk de bedoeling van eender welke hervorming is dat er betere resultaten zijn, dat Brussel properder is, dat het afval goed wordt opgehaald en goed gesorteerd. Dus wij zouden ook graag willen weten wat de resultaten zijn van uw plan. En die infrastructuur voor 300 mensen, dat is toch redelijk veel, dat plaatst niet zomaar eender waar, van waarvoor ziet u die? Dus wij zitten met ontzettend veel vragen. Het is weer al de zoveelste aflevering. Ik heb het gevoel dat ik hier elke plenaire sta met een actualiteitsvraag, omdat er wel altijd een probleem is met uw beleid. Ofwel is de privésector u aan het aanklagen voor het gerecht, ofwel zijn de vakbonden die staken. Dus graag zo snel mogelijk antwoord. Dank u voor mevrouw Maas. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, vous vous rendez bien compte que lorsque l'on réalise une réforme de l'ampleur que je mène actuellement et qui est à l'étude depuis plus de 2 ans, c'est sûr que ça met quand même, je dirais, une série de difficultés en place, bien entendu, puisqu'une réforme, ça se pense dans la tête, puis après on fait des papiers, on fait des tableaux, mais évidemment on ne peut confronter cela que lorsque on le fait et qu'on le réalise sur le terrain. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors, une réforme, ça ne fait pas augmenter, ça ne produit pas plus de déchets. Une réforme, ça ne produit pas plus de déchets, puisque je vous rappelle que la réforme avait pour ambition de faire quoi? D'avoir un meilleur service pour les ménages bruxellois, en mettant fin aux collectes nocturnes, qui étaient injustes pour la plupart des ménages qui n'étaient pas rentrés à 6 heures pour sortir le sac poubelle,
mettre fin à l'alternance entre les sacs jaunes et bleus, qui était toujours une difficulté puisque les gens se trompaient tout le temps, on mettait des centaines et des dizaines de milliers d'étiquettes et d'autocollants sur les sacs mal sortis, et qui faisait qu'il fallait stocker, généraliser le sac orange, le sac organique, puisque nous rentrons dans le dispositif de pouvoir mieux trier nos déchets, puisque nous avons consenti des obligations européennes que nous avons intégrées dans notre droit bruxellois, et de faire en sorte effectivement que donc ce service soit meilleur, et de maintenir les 2 sacs blancs par semaine, avec tout le débat qu'on a pu avoir ici. Je n'y reviendrai pas. Alors bien sûr, lorsque la grève a été annoncée, qu'elle s'est réalisée, c'est 2 jours de grève qui ont été réalisés, avec bien sûr le mercredi où les syndicats ont demandé à leur équipe de reprendre le travail, mais bien sûr, comme l'information n'était pas passée partout, le mercredi a été encore un jour assez chaotique, et c'est la raison pour laquelle l'Agence de Bruxelles Propreté a demandé aux citoyens et aux ménages de rentrer leurs sacs pour éviter effectivement qu'il y ait cette pollution visuelle que nous pouvons connaître un peu partout. Alors, Monsieur Lowenstein, moi je vais vous dire clairement, je suis contre le service minimum au niveau de la propreté. Je suis contre. Parce que ça voudrait dire quoi? On prend un sac sur 2, ou on collecte une commune X et pas l'autre, donc je suis contre ce principe, je voulais le préciser. Ik had de vakbonden vooraf reeds ontmoet en ik heb hen dinsdag opnieuw gezien. We hebben een akkoord bereikt over het gevolg dat moet worden gegeven aan hun eisen. Alors, bien entendu, l'idée c'est de faire en sorte effectivement de répondre aux revendications des travailleurs. Et évidemment, quand ils font grève, j'entends ce message et je respecte ce message. Parce que c'est clair qu'ils disent, voilà, on a un souci, on a eu l'occasion d'en discuter. Le mercredi, on a dit, c'est un jour où on a mal évalué la tournée, qui fait en sorte que c'est beaucoup plus long. Alors je voudrais aussi bien préciser que la réforme a voulu faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité entre les travailleurs, donc en faisant en sorte que chaque agent fasse le même travail, que ce soit le blanc et le sélectif, et donc tout le monde fait la même chose, de diminuer la quantité de déchets collectés et de faire égalité sur les kilomètres parcourus. Mais sur le mercredi, on a un souci. Qu'a-t-on fait tout de suite? Engager du personnel très rapidement. Donc le deuxième mercredi où c'était problématique, j'ai accepté, alors que ce n'est pas du tout ma tasse de thé, qu'on engage des intérimaires pour répondre à la problématique du mercredi. Et on se rend compte que quand même le jeudi et le vendredi, ça reste encore un peu difficile aussi. Et donc les syndicats disent, voilà, nous on ne peut plus, on veut tirer la sonnette d'alarme, mais ils veulent aller même plus loin puisqu'ils veulent rétablir les collectes nocturnes, etc. Et donc la discussion que nous avons eue mardi, parce que évidemment moi je les ai vus avant la grève, et j'étais d'ailleurs étonnée puisqu'on avait prévu une réunion le 27 mars, que la grève se fasse entre les deux, mais peu importe, j'entends ce message, et l'idée c'est de dire, il y a un contour à la réforme sur laquelle on ne bouge pas. La suppression des collectes nocturnes, c'est un acquis, c'est de l'égalité pour les ménages bruxellois. Et tous ceux qui étaient collectés comme cela avant nous disent aujourd'hui, c'est génial, on ne doit plus courir pour aller sortir le sac, alors que ce n'est pas possible d'être à 6 heures à la maison. Donc il y a ce principe-là. Les 2 sacs blancs, la généralisation du orange, etc. À l'intérieur de cette réforme, maintenant les aménagements qui peuvent être faits par la direction en accord avec les syndicats, ça c'est leur popote interne opérationnelle. Je n'ai pas, comme femme politique, à m'immiscer dans ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, lundi, Madame Maïnour Ozdemir, la réunion qui va se faire, c'est entre les syndicats et la direction pour justement mettre en exergue toutes les propositions d'aménagement. J'avais dit d'ailleurs qu'on devait évaluer la réforme, la mise en œuvre de la réforme, et puis apporter les aménagements pour pouvoir corriger le tir là où c'était difficile. Et d'ailleurs, nous avons reçu des précisions et des propositions très précises de la part de la SLFP notamment, qui vont être examinées par la direction pour faire en sorte qu'on puisse étudier, refaire tourner la machine des ingénieurs, etc., pour voir comment on peut opérationnaliser les choses, pour faire en sorte que pour le mercredi, les choses aillent mieux et que sur le jeudi-vendredi, eh bien, on retrouve du confort pour les travailleurs. Alors, ce que je me suis engagée aussi à faire mardi, c'est qu'on se dit qu'il faudrait une quarantaine de personnes en plus, pas 300, Madame Maas, vous confondez avec le dispositif du nettoiement. Donc les 300, ils ont été engagés, ceux-là. Et donc, ceux-là ont été répartis sur les territoires des communes avec des conventions très précises, on sait où ils sont. Ce n'est pas ceux-là.
Ici, c'est 40 nouveaux. Donc ici, on avait pris des intérimaires pour le mercredi, mais on se rend compte que ce serait bien peut-être de les avoir toute la semaine, mais pas des intérimaires cette fois, des durées indéterminées, des contrats à durée indéterminée, avec donc une quarantaine d'agents qui viendraient renforcer toute la semaine cette fois les travailleurs de l'agence, et ce qui permettrait en fait de réduire la charge sur le mercredi bien sûr, sur le jeudi-vendredi, mais aussi de permettre sur les autres jours de la semaine de pouvoir rétablir aussi tout le système des congés qui est un peu difficile aujourd'hui. Les agents n'ont pas spécialement automatiquement le droit d'avoir congé le jour où ils le souhaitent. Alors voilà ce qui se passe pour l'instant. Pour les infrastructures, si on a 40 nouveaux, les infrastructures sont suffisantes d'après les organisations syndicales. Maintenant, s'il faut aller au-delà, mais ce sera le fruit des discussions entre les syndicats et la direction sur l'opérationnalisation, eh bien, ce sera évidemment l'objet d'une discussion avec moi et sans doute au niveau du gouvernement pour avoir des moyens supplémentaires. Pour le Charrois, c'est la même chose. On a 6 camions qui viennent rejoindre le Charrois dès le mois de mai. On met en place, après les vacances de Pâques, une analyse de risque. C'était prévu aussi pour vraiment faire l'étude de cette réforme et de voir comment elle est vécue et comment elle est mise sur le terrain. Donc voilà, on répond à des choses qui me semblent tout à fait normales. On ne pouvait pas bien sûr anticiper. Quand vous pensez à quelque chose que vous écrivez, c'est sûr que rien ne vaut que la mise en place sur le terrain, mais je suis là évidemment, puisque je suis une femme de dialogue bien entendu, pour répondre à tous les problèmes qui se posent. Et j'ai d'ailleurs déjà dit aux syndicats que s'ils souhaitaient, après les réunions techniques qu'ils ont avec l'agence et la direction, eh bien on pouvait bien sûr se revoir pour voir comment on peut aménager encore mieux les choses sur le terrain. Voilà, Monsieur le Président, désolé d'avoir été longue, mais 6 questions, ça valait, ou 5 questions, ça valait bien un peu plus de temps. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Lowenstein, si vous avez des questions complémentaires ou des remarques. Oui, mais d'abord pour réagir et pour me profiler par rapport à mes collègues qui sont à gauche et à droite ici, qui sont évidemment, qui parlent de leur banc d'opposition ou semi-opposition. Non, c'est juste que je considère que cette réforme de collecte des déchets est une bonne réforme, qu'elle apporte des plus pour les habitants. Ce retour de la collecte hebdomadaire des sacs bleus et des sacs jaunes est importante. La suppression de la collecte en soirée est importante. La généralisation des sacs orange est importante et le maintien des sacs blancs est également important. Donc c'est un plus et c'est important de garder le cap par rapport à ça. Et je vous remercie pour votre position ferme à ce niveau-là. Évidemment, à côté de ça, il y a des attentes légitimes des habitants, c'est normal. Il y a des attentes légitimes des travailleurs, c'est aussi naturel. Et c'est important de pouvoir travailler, bien sûr, dans de bonnes conditions. Je sais que vous y êtes sensible. Et donc, j'attends impatiemment de voir les résultats de la réunion du 27 entre la direction et les syndicats et voir si on peut trouver un terrain d'entente. Mais je pense qu'il faut maintenir la situation actuelle au niveau de la réforme de la collecte des déchets dans l'intérêt de tous. Merci. Monsieur Billingsteven. Oui, merci Monsieur le Président. Mais une fois n'est pas coutume, Madame Lalanne, j'ai envie de vous remercier pour la réponse fouillée que vous nous avez donnée, malgré que c'était une question d'actualité. Donc je vous remercie pour ça. Sur la réforme de la collecte, je pense qu'on s'est déjà exprimé suffisamment pour dire que ça allait évidemment dans le bon sens. La question qui se pose ici n'est pas celle-là. La question, c'est de savoir comment est-il possible qu'on n'ait pas anticipé ces problèmes d'ajustement. Vous avez dit, il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont travaillé, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un spécialement tourné vers le passé et chercher des coupables, mais je m'étonne simplement qu'une telle situation puisse se produire. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on n'a plus connu de grève à Bruxelles Propreté. La dernière, c'était en 2011 avec la réforme de l'État. Il y avait eu, mais donc de grève, je veux dire, liée vraiment au fonctionnement, etc. Ça fait des années que le dialogue social permet d'éviter. Oui, mais voilà. Mais donc une grande réforme, ça implique de grandes inquiétudes et donc ça implique de grands efforts pour dialoguer. Et donc il y a eu 2 ans pour ça et pour prévoir et planifier. Donc moi, voilà. On constate que simplement il y a des ajustements dans un cadre précis et je remercie que vous teniez ce cadre, je suis d'accord avec ce constat-là, mais voilà, je vous invite vraiment à encourager alors la direction de Bruxelles Propreté à mettre tout en œuvre pour que le travail puisse se faire dans les meilleures conditions et que cette réforme puisse être un succès pour tous. J'entends déjà ce qui est proposé en termes de renforcement structurel des travailleurs, ça va évidemment dans le bon sens, mais permettez-moi juste de regretter le manque d'anticipation par rapport à une série d'enjeux, une série de questions qui étaient pourtant connues depuis bien longtemps. Monsieur Andichy. Merci Madame la Secrétaire d'État pour vos réponses. Vous commencez vos réponses, votre intervention par « Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'implique une réforme ?» J'ai envie de vous dire « Bah oui,
Et c'est pour ça qu'on vous a interpellé plusieurs fois en commission. On a suivi votre réforme et vous nous aviez rassurés. Et bing, patatras, 3 jours de grève qui s'annoncent, enfin qui se sont déroulés. Vous dites que vous êtes une femme de dialogue. Quand on est une femme de dialogue, on dialogue avant la grève, parce que la grève c'est l'arme ultime. Monsieur Andichy, oui, madame la secrétaire toujours. d'État, je vous ai écouté. Donc, Toujours. la grève, avant la grève, il y a un préavis de grève, et avant le préavis de grève, normalement, il doit y avoir concertation. J'ai été délégué syndical, donc visiblement, je m'y connais un petit peu. Donc, madame la secrétaire d'État, mais quand ça a été fait, il faut pas juste écouter, il faut aussi répondre. Vous le dites maintenant, j'écoute et je vais répondre. Bah oui, ouais, ils sont mobilisés là, les travailleurs. Vous êtes un petit peu coincés. Il vous suffit de répondre maintenant. Voilà, madame la secrétaire d'État, vous avez une belle réforme. Vraiment, on vous soutient. Allez-y, mettez les moyens. On vous avait posé. Allez, continuez. Je veux dire, il ne faut pas capoter le truc, quoi. Concrètement. Alors, mettez les moyens. Quand vous dites que voilà, il y a 40 engagements qui doivent être venus. Mais ça, j'avais entendu ça déjà en 2016. Ils sont toujours pas là. Vous faites passer par des intérimaires. Je vous ai écouté, madame la secrétaire. Non, mais c'est parce que vous dites, parce que c'est pas juste. S'il vous plaît. Juste une parce chose. que c'est vraiment grave comme erreur. Ok, on va pas rouvrir le débat. Non, mais On n'a jamais parlé des 40 avant va la arrêter réforme. 15 secondes. Mais les On a les engagements, 300, c'est pas le ils sont chiffre. faits, les Ça, c'est 300. autre chose. monsieur Andichy, vous avez encore 15 secondes. Mais Je pour vous la rajoute encore réforme, 15 on n'a jamais secondes. parlé d'autre chose. Je vous rajoute encore 15 secondes. Monsieur le Président, ok, mais je veux dire, moi, je réponds. C'est pas un débat, mais je suis d'accord, mais vous êtes déjà à moins 40 Ok, secondes, donc ok. s'il vous plaît. C'est pour tout le monde la même chose. Donc C'est pas... 40 travailleurs, vous allez engager en CDI, parfait. Mais c'est ok, tant mieux, mais je comprends bien, ils ne vont pas vous demander 400 s'ils en ont besoin de 40. Les syndicats, c'est un organisme sérieux. C'est un organisme sérieux. Allez-y, monsieur Andichy, s'il vous plaît. Il y a même Frémont qui... C'est à moi qu'elle parle. Ok. Donc voilà, madame la secrétaire d'État, voilà, on vous soutient pour cette belle réforme. Écoutez les syndicats, répondez-leur à leurs attentes. Et voilà, tout le monde sera content. Merci, monsieur Andichy. Madame Osdim. Je voulais, Madame la secrétaire d'État, vous remercier pour votre réponse exhaustive. Et moi, je vous fais confiance. Je sais que c'est pas facile, mais en même temps, il faut que la situation s'arrange au plus vite. Et donc, que ce type de grève n'arrive plus. Et pour ça aussi, s'il vous plaît, mettez toute votre énergie pour que les Bruxellois ne soient pas encore emprisonnés d'une réforme. Merci beaucoup. Merci, madame Osdemir. Mevrouw Maas. Dank u. Ja, ook ik bedank u, mevrouw de staatssecretaris, want u heeft heel uitgebreid antwoord en dat is niet altijd het geval als ik u vragen stel. Dus ik dank u voor het uitgebreide antwoord. Maar ik maak mij wel de bedenking, u zegt van uw beleid, u bent verantwoordelijk voor het beleid. U bent verantwoordelijk voor de netheid en voor de afvalophaling. En als wij er vragen over stellen dat er zaken fout gaan, en de vakbonden ook, dan wil het zeggen dat er toch een probleem is met uw beleid, in de zin van, moet rekening houden met de Brusselaars. De Brusselaars willen dat hun afval op juiste momenten wordt opgehaald. U heeft daarop gewerkt. Het moet ook een beleid zijn voor de werknemers. Die waren niet tevreden. Ik heb het over het aspect van, gaat u beter uw afval gesorteerd ophalen? Daar heeft u niet op geantwoord. Natuurlijk dat er niet extra afval moet opgehaald worden. Het gaat over welk type van afval er extra kan gesorteerd worden. Zou u daar ook nog op kunnen antwoorden, alsjeblieft? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Heb u een concrete vraag, mevrouw Anne Maas? Heel concrete vraag. Concreet, ja? Mijn vraag was toch of er meter het afval gesorteerd wordt opgehaald door uw plan. Dus u weet zelfs niet of er beter afval wordt opgehaald. Dat zegt veel over u als staatssecretaris van afval. Dank u. Incident is wel gesloten. Et donc on passe à la question de madame Gerard-Claire et ça concerne le contrôle des canalisations de gaz dans les bâtiments suite à l'explosion survenue le 18 mars 2017 à Saint-Gilles. Vous avez la parole, madame Gerard. Merci, Monsieur le Président. Oui, ça fonctionne. S'il vous plaît. Madame la ministre, donc le 18 mars passé, il y a eu une explosion de gaz à Saint-Gilles avec la destruction de 2 bâtiments et malheureusement un mort et 7 blessés, dont 2 graves. Un instant, madame Gerard, s'il vous plaît. Chers amis, il y a une cafétéria. S'il vous plaît, parce qu'on ne s'entend pas. Merci beaucoup.
À cette occasion, effectivement, on a vu une interview à la télévision de M. Massard, qui est responsable de Sibelga, qui a dit « mais nous ne sommes pas responsables des canalisations à l'intérieur des bâtiments », alors que le parquet avait dit que c'était probablement dû à une fuite de gaz due aux mauvaises canalisations. Et donc il a aussi ajouté que s'il y avait bien des contrôles prévus et obligatoires pour l'électricité, rien n'était prévu pour le gaz. Et ensuite, dans la même séquence, on a vu un contrôleur qui avait été appelé par un propriétaire pour faire contrôler ses propres canalisations, et on voyait effectivement que les canalisations étaient tout à fait à la fois défectueuses, illégales, avec des bouts de chanvre qui ne correspondaient pas du tout à une sécurité maximale. Entre-temps, on sait maintenant que la famille qui a tout perdu, les papiers, les passeports, tous les biens, fait appel à la communauté pour pouvoir rapatrier le corps au pays d'origine. Alors, mes questions sont de deux ordres. En premier lieu, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas de contrôle obligatoire quant aux installations de gaz? Est-ce que c'est une information correcte? Et d'autre part, quelles mesures allez-vous prendre pour que, effectivement, les bâtiments, les habitations, les appartements soient mis en conformité pour la sécurité des habitants bruxellois? Je vous remercie, Madame Gerhardt, pour votre question. Effectivement, c'est un drame important qui s'est déroulé à Saint-Gilles la semaine dernière. Et je pense que tout le monde partage le besoin de pouvoir adresser des pensées pour les victimes d'un tragique accident, pour leurs familles, pour leurs proches. Ils se sont exprimés les uns et les autres. Alors c'est un drame dont les causes doivent être encore aujourd'hui précisées. En tout cas, ça nous rappelle toute une série de risques, qui sont des risques inhérents à toute source énergétique, et l'importance de prendre des mesures nécessaires. Alors vous m'interrogez sur les contrôles. Il faut savoir que dans cette matière-là, il y a deux réglementations qui vont s'appliquer aux installations de gaz en ce qui concerne le contrôle. Et c'est principalement en fait la loi fédérale en ce qu'elle impose des normes techniques et des normes de sécurité qui prévaut, et donc il y a une conformité des installations intérieures de gaz à ces normes qui doit être vérifiée au moment où on raccorde en fait au réseau de distribution de gaz. Qu'a la région comme compétence? La région intervient à un certain moment dans la réglementation d'exigences PEB au moment du maintien du système de chauffage. Et donc là, il y a 3 contrôles obligatoires. Le premier s'opère au moment de la réception de la chaudière, c'est-à-dire la mise en service. Puis il y a un contrôle qui s'opère tous les 3 ans, entretien de la chaudière, et tous les 15 ans, ce qu'on appelle un diagnostic de chaudière. Mais donc, les obligations de contrôle sont des obligations qui sont imposées par le fédéral en vertu de sa compétence de respect des normes techniques et des normes de sécurité. Et que dit la loi fédérale? Je vous le cite. Elle impose la réalisation par Sibelga d'un test d'étanchéité de l'installation privative quand on ouvre les compteurs. Et donc, on vérifie à ce moment-là qu'il n'y a aucune fuite qui n'est présente sur l'installation au moment d'ouverture. Le contrôle il peut être également réalisé à la demande d'autorités en particulier ou de personnes privées pour évaluer la conformité des installations. Et quand il y a un problème, alors on fait appel à un chauffagiste. Et la réouverture du compteur ne sera faite par Sibelga que sur présentation d'un certificat de conformité. Alors c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, rien n'impose actuellement le renouvellement d'un contrôle en dehors de l'opération d'ouverture du dossier. Et donc, au vu du drame qui s'est joué la semaine dernière à Saint-Gilles, je vais écrire donc à la ministre qui est compétente, qui est Mme Marguem, en énergie, pour voir avec elle qu'on puisse étudier le renforcement de ces contrôles en calquant en fait les contrôles chauffage par rapport aux installations, enfin gaz, aux installations électriques comme il existe et que vous l'avez décrit dans le reportage que vous avez vu. Mais donc normes techniques et normes de sécurité au fédéral avec toute une série d'opérations qui sont liées au contrôle. Merci beaucoup pour ces informations. Je pense qu'effectivement, on peut mettre rapidement des mesures en place dans le sens où il y a des gens qui viennent relever les compteurs tous les ans. Donc, s'ils voient des mauvais raccordements, des situations qui sont précaires, eh bien, ils pourraient aussi en informer l'autorité tutelle pour effectivement qu'elle puisse alors faire les contrôles nécessaires. Je vous remercie. Alors, wij geven het woord aan meneer Van den Dries.
over dus de bouw van het Eurostadion. En daar gaat gepaard met mevrouw Groels over hetzelfde onderwerp. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, we zijn aanbeland gisteren bij een volgende stap in de saga rond het Eurostadion. Zoals u ongetwijfeld weet, heeft Ruimte Vlaanderen medegedeeld dat zij een negatief advies zal geven. Dat is vooral gesteund op de problematiek van mobiliteit, meer bepaald het parkingbeleid en de modaliteiten rond het gebruik van de tram, als ik me niet vergis. Ja, de tram. En ook op het vlak van voetgangers en fietsers. En ook is er nog het probleem van de niet opgeloste buurtweg. Mijn vraag naar u in dat verband is, houdt u nog altijd hetzelfde standpunt aan dat met het Eurostadion moet worden voortgegaan? Of denkt u ook, zoals vele anderen, dat het misschien toch wel tijd is van de zaken te herbekijken? En het wordt natuurlijk ook met de pronostiek die men maakt dat dat terug een paar maanden vertraging zal geven, minstens, als er ooit een correctie komt van die beslissing, waardoor dat het EK 2020 telkens grotere mirakels vergt om nog te halen. En ik herhaal mijn vraag nog, in deze omstandigheden is het niet nuttig om alles uit de kast te halen om te kijken wat de mogelijkheden zijn op het vlak van de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. En u had ook beloofd dat er daaromtrent een studie was en dat wij die tegen het einde van de maand mogen ontvangen. Wat is de toestand van die studie? Mevrouw Groels. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het dossier van het Eurostadion is opnieuw in een zwaar vaarwater terechtgekomen. Het lijkt wel een steeplechase te worden, vol met hindernissen. En deze keer is het Ruimte Vlaanderen dat dus een negatief advies geeft. En er kan in dit stadium dus geen bouwvergunning afgeleverd worden. En meerdere redenen lagen aan de grondslag van dit negatieve advies, voor zover we hebben kunnen lezen in de pers. De buurtweg onder meer, maar ook de vaststelling dat de toegestane oppervlakte aan recreatie wordt overschreden. Het lijkt wel een soap soms te worden, hè? Maar dus u gaat daar misschien zelfs op antwoorden. Maar wij willen het Eurostadium de nodige kansen blijven geven. Maar natuurlijk moet het dossier op alle vlakken in orde zijn. Dat wil zeggen juridisch, op het vlak van de vergunningen, financieel. We hebben gisteren als CD&V hier in Brussel al gesteld dat er nu moet nagegaan worden hoe op korte termijn kan verholpen worden aan de technische opmerkingen die door de Vlaamse overheid worden geformuleerd. Wij geloven nog altijd dat het belangrijk is dat Brussel als Europese hoofdstad een van de gaststeden wordt van het EK 2020. En bij voorkeur gebeurt dit in het Eurostadion. Met de kleine parenthese er altijd bij dat we natuurlijk altijd ook gezegd hebben er moet een oplossing komen voor de Memorial van Damme. Dat kan op een andere plaats. Maar dus belangrijk is nog in te zetten op dat Eurostadium. Maar indien het Eurostadium finaal niet tijdig klaar geraakt, dan moet er toch worden uitgekeken naar een andere oplossing, een plan B. Wij zeggen meestal, en ik geloof dat dat juist is, gouverner, c'est prévoir. En dus heb ik de volgende vragen. Is de regering op de hoogte over de exacte inhoud van het advies van Ruimte Vlaanderen? Welke verdere stappen denkt de Brusselse regering te kunnen nemen? Acht u de kans reëel dat het Eurostadium nog klaar zal zijn of er zelfs ooit komt, dus voor het EK 2020? En ja, wat zijn uw plannen indien het Eurostadium er niet of niet tijdig zou komen? En ik stel die vraag wel vanuit een ander oogpunt dan meneer Van den Driessen, maar plant u dan alsnog eventueel ook de renovatie van het Koning Boudewijnstadion, want dit lijkt dan het meest voor de hand liggende oplossing. Maar ik zeg u, het is vanuit een ander perspectief, denk ik, dan meneer Van den Driessen, dat ik u die vraag stel. Voilà. Dank u wel, meneer de voorzitter.
Ik zal kort dus antwoorden op de verschillende vragen. Zoals u zal hebben gemerkt, collega's, heeft ook Gelamco gisteren meteen gereageerd. De bouwaanvraag die is ingediend, wordt ingediend door Gelamco, wordt afgehandeld door de Vlaamse administratie, de gemeente Grimbergen, eventueel de Vlaams-Brabant, de deputatie van Vlaams-Brabant. Maar dus Gelamco is hier aan zet. Zij hebben de bouwaanvraag ingediend. Zij, zoals ze gisteren hebben gezegd, wisten dat er een negatief advies zou komen. Dat was in de lijn van de verwachtingen over vanwege Ruimte Vlaanderen. Waarom? Ja, omdat ten eerste de buurtweg nog altijd niet formeel is afgeschaft en dat een absolute conditio sine qua non is om een bouwvergunning te kunnen afleveren. Die procedure tot afschaffing van een buurtweg loopt nu, is ingediend bij de provincie Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant zal zich daar eerlang over uitspreken en eens dat gebeurd is, kan de volgende stap worden gezet. Wat het tweede element betreft, waar collega Van den Driessen op gewezen heeft, met name heel de problematiek van de mobiliteit. Twee beschouwingen daarbij. Eerste beschouwing is, als men over mobiliteit spreekt en dat stadium en de ring, dan denkt men meestal dat dat over de ring gaat en zo, maar dat gaat niet, bezwaren die gemaakt worden gaan niet zozeer over de ring, maar inderdaad over de zekerheden die moeten aangeleverd worden met betrekking tot de tramverbinding, met betrekking tot de zachte vervoersmodi enzovoort. Gelamco heeft daarvoor een uitvoerig mobiliteitsconvenant neergeschreven dat ter tafel ligt bij de Vlaamse regering, ook bij de gemeente Grimbergen. En dat moet beantwoorden aan de bemerkingen die daar met betrekking tot die zachte vervoersmodi, met betrekking tot de mobiliteit zijn gemaakt. Uiteraard, u kan u misschien binnen 2 weken of terug hier staan, want in dezelfde lijn van de verwachtingen zal nu de gemeente Grimbergen zich waarschijnlijk maandag negatief uitspreken, vermits er een bindend negatief advies is van Ruimte Vlaanderen. En pas als dat dan zal gebeurd zijn, zal de volgende stap kunnen gezet worden. Dat is het indienen van een beroep bij de deputatie van Vlaams-Brabant. Kan ondertussen de procedure worden afgerond met betrekking tot de afschaffing van de buurtweg. En kan de provincie Vlaams-Brabant beoordelen of dat ze al dan niet een stedenbouwkundige vergunning kan afleveren. De renovatie van het Koning Boudewijnstadion. Ik had u beloofd, meneer Van den Driessen, van u voor het einde van de maand een document te bezorgen, een studie te bezorgen daaromtrent. Dat is in laatste finalisering. Die studie zou u in principe in de loop van volgende week moeten bereiken. Enfin, ik kan ze overmaken aan, zoals we hadden gezegd, aan de commissievoorzitter, maar ik zal ze ook rechtstreeks naar u overmaken, dan gaat er geen tijd verloren. Ja, ik stuur ze ook door. De renovatie van het Koning Boudewijnstadion, dat zal u merken uit die studie, is nog altijd geen optie, is nooit een optie geweest. Wat zijn de standpunten van de overheden? De overheden zeggen, ja, wij moeten doorgaan, zoals de CD&V het gisteren zei. We moeten doorgaan en we moeten proberen van tijdig klaar te geraken met heel dit dossier voor einde 19, zodat Euro 2020 er kan plaatsgrijpen. Hoe dan ook, wat ook de toekomst zal brengen. Wij hebben dit type van infrastructuur nodig. Het maakt deel uit van een geheel aan wijzigingen die aan het Heizelplateau worden aangebracht en die men niet los van elkaar allemaal kan behandelen. Als we daar de parking gaan bouwen, die een overstapparking moet worden met het openbaar vervoer, je kunt dat allemaal niet van elkaar meer isoleren. Dus hier moet en hier zal mee worden doorgegaan tot wanneer een vergunning bekomen wordt en het geheel kan worden gebouwd. Dat is het standpunt van de overheid. Ik denk, meneer de voorzitter, daarmee zo volledig mogelijk op de gestelde vragen te hebben geantwoord. Minister, ik ben wel een beetje verrast dat u nog altijd die lijn aanhoudt, want u weet ook dat er nog hindernissen zijn. U weet ook, dat is zelfs gisteren even kort op de sportsite
van Sporza verschenen, dat Ruimte Vlaanderen ook problemen maakt met de toewijzing, de allocatie van de oppervlaktes. Dat is ook nog een zaak dat naar boven zal komen, dus het is helemaal niet zeker dat die vergunning er ooit komt. En ik vind het eerlijk gezegd onverstandig van niet naar een plan B te gaan, want hoe langer dat men wacht, hoe moeilijker dat plan B wordt en dat het op die wijze het EK 2020 aan ons land en aan Brussel zal voorbij gaan. En dat is een spijtige zaak. Ik vind het ook natuurlijk niet zo dat alles aan elkaar verbonden is. Natuurlijk is daar een parking nodig, maar dat hoeft geen parking van 12.000 plaatsen ondergronds te zijn wanneer er geen Eurostadion komt. Dus ik denk echt dat het meer dan tijd is om opnieuw te bekijken. Ten slotte ben ik wat verwonderd dat het zoveel tijd neemt voor iets omtrent die studie van het Koning Boudewijnstadion, waarvan u al meer dan een jaar beweert dat die studie er is. En nu moet die nog altijd gefinaliseerd worden. U volgt niet helemaal wat ik u achtereenvolgens zeg. Als u het verslag bekijkt van de vorige vergadering, zal u merken dat ik u gezegd heb dat alle elementen die betrekking hebben met de moeilijkheid die zich voordoet voor het Koning Boudewijnstadion te renoveren, verspreid zaten. En men heeft nu gevraagd dat de studie zou worden uitgevoerd om dat allemaal te verzamelen, op één lijn te zetten, dat het in één document is, dat het leesbaar is. En dat is hetgene wat we u volgende week gaan bezorgen. Ja, dat heeft u inderdaad vorige keer ook gezegd. Maar natuurlijk, u heeft in het verleden altijd gesproken over een studie. Hè. Dan was er eigenlijk geen studie. Waren er misschien verschillende documenten, maar dan was er eigenlijk geen studie. Ja, ik dank minister voor het antwoord. Ik hoop dus echt ook dat de lijn kan verder gezet worden gelijk ze er toch is en waar een enthousiasme ook van onze kant rond bestaat. Maar ik denk, we zullen natuurlijk de studie over het Koning Boudewijnstadion met heel veel aandacht bekijken. Maar ik hou er u ook aan dat er hier in 2020 voetbal gespeeld zal worden in Brussel. Dus dit is toch wel heel belangrijk. En indien nog toch zou gebeuren wat wij hopen dat niet gebeurt, dat dit binnen afzienbare tijd, dat men ziet dat er toch iets onherroepelijk gebeurt, dan durf ik alleen maar hopen dat er met een open visie kan gekeken worden naar nieuwe wegen. Want ik denk dat Brussel het echt nodig heeft als hoofdstad van Europa om ook op het vlak van sport, waar zoveel duizenden mensen in geïnteresseerd zijn. Voor dat soort van matchen ben ik zelfs geïnteresseerd. Maar mag ik niet zeggen, dus dat ook effectief hier kan als op een zeker ogenblik blijkt dat staat waar zijn, dan zal de UEFA onverbiddelijk Brussel als gaststad terugtrekken. Hè? En dan komt een van de reservesteden in aanmerking. Hè? Dus of dat wij nu dan nog plannen B of plannen C of plannen D bedenken, heeft op dat ogenblik geen enkele relevantie meer. Hè? De toewijzing aan Brussel door de UEFA als een van de gaststeden is gebeurd op basis van een dossier neergelegd, een bidboek neergelegd, waarbij dat dit stadion in zijn configuratie en met alles erop en eraan het onderwerp uitmaakt van de toewijzing. En dus als wij nu zouden zeggen, we gaan iets anders doen, maar dat speelt geen enkele rol meer. Dan zegt de UEFA, dit is niet wat de afspraak was en dus dan trekken we dat terug. Ik ben verbaasd hierover, want dus u zegt eigenlijk dat de toewijzing van Brussel als plaats waar dat de match plaats kan vinden, puur en alleen afhangt van het stadion daar op die plaats. Dat is, dat is zo. Ik had dat zo niet begrepen. Maar en dat is voor alle steden zo. Zij mogen niet van infrastructuur veranderen, hè, in de toewijzing die gebeurd is. Men heeft toegewezen in functie van plaatsen en stadions. Een degelijke infrastructuur natuurlijk. Hè. Dat is maar wel dat de voortrekkers hoogst politiek spel gespeeld hebben, want dat ze eigenlijk maar één troef hebben die ze al afgegeven hebben. Nee, de voortrekkers, meneer Van den Driessen, zijn de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de verschillende overheden in dit land die gevraagd hebben van dit te proberen en proberen op te lossen. En de doodgravers kennen we ook, hè? Allee.
Merci. Nous avons appris... Je bedoelt d'Avignon, dus. Graaf d'Avignon bedoelt u dus. Kijk eerst naar uw eigen balk, uw eigen ook. On ne pas du temps là-dessus. Hein. S'il vous plaît, Madame Genot. Merci. Si on peut remettre les compteurs à zéro, ce serait parfait. Donc, nous avons appris la semaine passée qu'il y avait eu des graves cas de harcèlement au niveau de Bruxelles Propreté. Quand on lit les journaux, on peut lire qu'un chef a fait des excréments en dehors des toilettes et obligé un de ses travailleurs à nettoyer, que ces harcèlements ont été répétés, que l'ouvrier s'est finalement fait licencier, que pour pouvoir le licencier, on a demandé à un autre travailleur de faire des faux, qu'il a refusé, du coup, il s'est fait aussi harceler, qu'il s'est fait lui aussi licencier, qu'il s'est suicidé le lendemain à cause de ce licenciement et de ce harcèlement. 30 autres travailleurs ont courageusement signé une pétition pour appeler à l'aide et demander du soutien. Donc la situation était grave dans cet atelier à Bruxelles Propreté. Alors, moi je souhaitais savoir qu'est-ce qui était devenu le harceleur, parce qu'on sait ce que sont devenues les victimes. On me dit que je ne peux pas poser la question. Pourtant, pour beaucoup de gens, c'est incompréhensible que les harcelés sont licenciés et que le harceleur soit toujours en place. Là, maintenant, on apprend que l'agence Bruxelles Propreté souhaite faire un recours. Le tribunal du travail a dit qu'il s'est passé quelque chose de grave dans cette entreprise. Les travailleurs ont appelé à l'aide à de multiples reprises et l'entreprise n'a pas pris ses responsabilités pour protéger ses travailleurs. Et donc, le tribunal du travail fait une jurisprudence intéressante puisqu'elle s'appliquera aussi bien pour les entreprises publiques que pour les entreprises privées en disant un employeur doit protéger ses travailleurs dans le cadre de harcèlement et s'il ne le fait pas, il est clairement en tort. Et maintenant, j'apprends que l'agence Bruxelles Propreté souhaite aller en recours contre cette condamnation. Alors moi, je voudrais d'abord vous demander est-ce qu'il y a eu effectivement une décision d'aller en recours contre cette condamnation. Si ce n'est pas le cas... Si ce n'est pas le cas, je voudrais vraiment qu'elle ne le fasse pas. On l'a vu dans le cas d'Actiris qui a été condamné par rapport à cette travailleuse. Actiris a finalement renoncé d'aller en recours. C'était une sage décision. Aller en recours, ça signifie que les victimes vont devoir attendre jusqu'en 2018. Ça signifie que les victimes vont devoir payer encore des avocats pour faire valoir leurs droits. Madame la ministre, je vous demande vraiment d'y réfléchir et de voir avec Bruxelles Propreté dans quelle mesure on peut ne pas aller en recours, reconnaître notre erreur et la réparer dans la mesure du possible. C'est pas possible. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame Genot, vous allez vite en besogne et moi, je n'aime pas m'exprimer sur des choses que je lis simplement dans la presse. Je pense que ce qu'il est important de faire, quand il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, il faut être très prudent. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'ailleurs, des questions que normalement vous ne deviez pas poser, mais que vous avez profité de l'occasion d'avoir l'occasion de le faire, bon, soit. Simplement, je vous dirais que l'agence qui a étudié évidemment la décision du tribunal du travail a estimé, avec son excellent avocat, de faire un recours contre cette décision parce qu'il conteste un certain nombre d'arguments qui sont repris dans la décision du tribunal du travail. Et bien entendu, je n'ai pas à intervenir dans ce cadre-là et je resterai très prudente sur la suite de ces procédures. Sachez simplement que par rapport à des choses que j'ai pu entendre, il est clair que j'ai demandé à l'agence de pouvoir disposer effectivement d'un rapport sur la situation de harcèlement qui a été évoqué, notamment sur un des dépôts de l'agence. Pour le reste, je ne peux rien dire de plus, vous le comprendrez. Je pense qu'il faut rester prudent. Merci. Mais soyons clairs, la procédure n'est pas en cours. Il y a eu un jugement, donc on a pu prendre connaissance du jugement et le jugement établit un certain nombre de faits. Donc je ne parle pas d'une procédure qui est encore en train de flotter. Il y a eu un jugement et ce jugement est très dur par rapport à l'agence Bruxelles Propreté puisqu'il dit « comportement fautif résultant de l'insuffisance, de l'inertie, de l'absence de mesures adéquates prise en temps opportun puisque l'agence avait été informée du comportement harcelant et qu'elle était tenue légalement de mettre fin à ces agissements. C'est maintenant que l'agence peut décider de ne pas aller en recours et d'assumer ses responsabilités ou qu'elle peut décider de renvoyer ses victimes pendant 1 an devant les tribunaux, de les obliger à payer une procédure judiciaire. Franchement, je voudrais vraiment Madame, que vous quand puissiez je vous dis que intervenir. l'agence remet en cause certaines positions du tribunal du travail, c'est son droit. Donc,
Voilà, c'est une vérité judiciaire, mais elle peut être mise en cause. On est dans une démocratie jusqu'à nouvel ordre. Tout à fait. Mais donc moi, ce que je constate, c'est que des gens ont été harcelés pendant 2 années, qu'il y a une personne qui s'est suicidée, et que là, notre seule réaction, c'est... Notre seule réaction... Ne faites pas du populisme. Soyez prudente sur ce type de situation. Franchement, c'est un conseil que je vous donne, mais voilà. Vous ne connaissez pas le dossier, vous n'êtes pas impliqué. J'ai lu le jugement et je pense que les juges sont des gens prudents. Et pour qu'ils rendent un jugement aussi clair et aussi déterminant... On peut aller jusqu'en cassation parfois parce qu'ils peuvent se tromper à Tout à deux fait. niveaux. Mais en tout cas, là, ce que je vois, c'est que des gens ont subi du harcèlement et que la seule chose qu'on leur propose, c'est de continuer la procédure judiciaire. Et ça, je pense que ce n'est pas une réponse très décente. Monsieur El-Khtibi. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, elle commence par un sourire, c'est bien. Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, donc, vous vous rappelez, Madame la Ministre, en juin l'année passée, on parlait en commission environnement de l'interdiction des pesticides, des glyphosates, essentiellement, et on estimait que c'était vraiment important, c'était vraiment un acte courageux, en tout cas, et très important au niveau de notre région. Mais en commission, je disais aussi qu'il faudra s'attendre à un lobbying beaucoup plus offensif, alors qu'on parlait déjà du mariage ou de l'achat de Monsanto par Bayer. Alors, il y a une dizaine de jours, le 15 mars, l'Agence européenne des produits chimiques annonce, et c'est troublant, annonce que finalement le glyphosate et les produits dérivés ne sont pas dangereux pour la santé, ne produisent pas le cancer, et tout ce qu'on a raconté jusqu'à présent, ce n'est pas très sérieux, et ils parlent même d'études beaucoup plus objectives, etc. Rappelons que ce qu'ils disent est contredit depuis plusieurs années par l'OMS. Rappelons que l'Agence européenne des produits chimiques, c'est elle qui donne l'avis, finalement, à l'ensemble de l'Europe sur des produits aussi dangereux. D'ailleurs, le lendemain, le 16 mars, le département de justice américain a publié les correspondances qu'il a eues avec Monsanto pendant plus de 15 ans, dans lesquelles on découvre des choses qui font froid au dos. D'ailleurs, à tel point que la Californie aujourd'hui veut interdire et demande en tout cas qu'on inscrive sur les emballages de ces produits que c'est vraiment dangereux, c'est cancérigène, etc. Alors, ma question aujourd'hui, sachant le rôle important que joue cette agence, sachant aussi qu'on a déjà pris des décisions au niveau de notre région, quelles seront les implications, tout simplement. Merci, Madame la Ministre, de m'avoir écouté. Merci, Monsieur El-Khtibi. C'est toujours avec plaisir que je vous écoute. En tout cas, c'est vrai que vous avez le mérite de la régularité sur ce sujet. Et donc, il n'y aura pas d'implication. Je vais reprendre les explications par rapport à l'interdiction du glyphosate ici à Bruxelles. C'est le beau temps. C'est le printemps. Dissipé. Voilà. C'est important quand même ce qu'elle dit. Donc, aucune implication. C'est important ce que dit Madame la Ministre. Eh bien, de quitter la salle si vous avez entamer des dialogues et des conversations parce qu'on n'entend plus rien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Donc, aucune implication, Monsieur El-Khtibi. Vous savez que j'ai introduit un arrêté qui interdit l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate, qu'il a été approuvé par le gouvernement le 10 novembre dernier, publié au Moniteur belge le 2 décembre, et entré en application le 12 décembre. Ça me conforte en tout cas dans tout ce que vous expliquez, que ce soit les Monsanto Papers ou autres, des motivations qui nous ont guidés dans l'interdiction de ce produit, c'est-à-dire la prise en considération du principe de précaution, et qui se retrouve dans toute une série d'arrêts, dont le plus connu est le 1399 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui rappelle ce principe de précaution indispensable et tous les devoirs qui en découlent. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plus d'une trentaine de députés européens qui ont écrit à la Commission dénonçant à nouveau le glyphosate et en demandant un changement de position de l'Union. Merci. Donc, je crois qu'on va devra jouer au village gaulois par rapport à cette affaire, parce que tout le monde ne partage pas cet avis, même au niveau fédéral chez nous.
Merci. Alors, meneer Verstraat aan mevrouw Fremo over de strijd tegen discriminatie op de huisvestingsmarkt. Goedemiddag, mevrouw de minister. Mevrouw de minister, deze maandag was er een klacht van Unia die naar de rechter trekken omdat een Brusselse verhuurder weigert om te huren aan een persoon met een zwarte huidskleur. Daar is geprobeerd om overleg te plegen, dat heeft tot niets geleid. Dus Unia zag geen andere oplossing dan naar de rechter trekken. Het gaat dus vandaag over discriminatie. Helaas een belangrijke realiteit, een belangrijk probleem in Brussel. Iedereen is het erover eens dat racisme onaanvaardbaar is, maar dat volstaat natuurlijk niet. We moeten ook maatregelen nemen en dus ik zou graag horen van u wat de stand van zaken is bij de maatregelen die de regering op dat vlak neemt. U hebt eerder gezegd dat u een praktijktest test eigenlijk in de praktijk, dat u dus een aantal dingen uitprobeert, dat u een onderzoek doet. Ik wou graag weten, wat is de stand van zaken van dat onderzoek? Wat is daaruit al naar voren gekomen? Zijn daar eerste resultaten van? U hebt ook een brochure gepubliceerd waar dat u vastgoedmakelaars zou willen sensibiliseren op dat vlak. En dat is ook nodig, omdat uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 42% van Brusselse vastgoedmakelaars bereid zijn om discriminatie te doen. En dat slechts 14% bereid zijn om zich daar tegen te verzetten. Dus dat is nodig en ik wou horen, is daar nieuws over dat overleg? Zijn er al opleidingen gebeurd? En natuurlijk is de concrete vraag er, wanneer kunnen we de praktijktests in Brussel concreet uitgerold zien? En misschien tenslotte iets over deze ervaring met Unia. Is dat ook iets dat u opneemt in het onderzoek? Is dat ook iets dat voorzien wordt als mogelijkheid bij de praktijktests die naar Brussel gaan komen, het naar de rechter trekken als er geen oplossingen kunnen gevonden worden in overleg? Bedankt alvast voor uw antwoorden. Meneer Verstraat, u ondervraagt mij over discriminatie in de huisvesting ingevolge de gerechtelijke stappen die Unia genomen heeft tegen een eigenaar die weigert om aan een kleurling te verhuren. Wat de situatietest betreft heb ik de beslissing genomen, zoals ik de gelegenheid had om u dat in de commissie aan te kondigen, om er in een Brusselse gewest te organiseren. En in de maand mei zal ik over de resultaat beschikken. Er is sprake van om de discriminatiecriteria die u vermeld heeft in beschouwing te nemen. Deze komen het vaakst terug volgens de huisvestingen diversiteitsbarometer die door Unia in 2014 uitgebracht is. Ik wil benadrukken dat deze test als doel hebben om aanvankelijk de verhuurders en de vastgoedkantoren te sensibiliseren en niet om zij te sanctioneren. De resultaten van deze enquête zullen toelaten om de informatie in te zamelen en een duidelijke en objectieve beeld van de Brusselse situatie te bekomen. Wat de vastgoedmakelaars betreft, ben ik van plan om, zodra de resultaten van de testen bekendgemaakt zijn, in samenwerking met Unia en het BIF, dat is Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, een affichecampagne bij deze kantoor te starten om de vastgoedmakelaars over discriminatie in de huisvesting te sensibiliseren. Ik ben ook van plan om nog steeds in samenwerking met Unia en het BIF een opleidingscyclus antidiscriminatie gericht op de vastgoedmakelaars in te voeren. En ik wil u ter afsluiting ook nog informeren over het feit dat het kabinet momenteel samen met onder andere Unia werkt aan de wijziging van de hoofdstuk 10 van de huisvestigingscode die aan de gelijke behandeling gewijd is, om op dit manier in het Brusselse wettelijke instrument voor antidiscriminatie te verbeteren. Oui, dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoorden. Dus ik begrijp dat er in mei resultaten verwacht worden en wij kijken daar natuurlijk naar uit. Ik
wil er ook aan herinneren dat Groen en SPA samen in Gent een gelijkaardige praktijktest hebben ingevoerd. En dat wij het er ook helemaal eens mee zijn dat de nadruk ligt op sensibilisering en het samenvinden van een oplossing met bemiddeling. Dus het is absoluut niet de bedoeling om in eerste instantie te gaan bestraffen, maar dat kan wel een stok achter de deur zijn die nodig is. Dus op dat vlak deel ik uw inschatting. Wat ik nog niet heb gehoord, daarentegen, is wanneer we in Brussel effectieve praktijktests kunnen verwachten. Dus ik weet wanneer het resultaat van het onderzoek verwacht wordt. Maar kunt u zeggen, komt er nog dit jaar, in 2017, een effectieve uitrol van de praktijktests in Brussel? Of is dat pas voor 2018? Non, Komt er dan ook nog les tests de deze periode? situation, Oui. je vous ai dit que j'ai pris la décision de les faire et que les résultats seront connus en mai. Et j'ai déjà expliqué à plusieurs Mais reprises continue. en commission. Ze gaan door dan daarna. Monsieur Verstraete, j'ai déjà expliqué à Monsieur Marou en commission que je n'allais pas m'étendre sur la période de test, sauf si vous voulez complètement les mettre à plat. Je ne vais pas faire des grandes affiches et des grands panneaux partout pour dire on est en train de tester. Vous comprendrez que je ne donnerai pas les périodes de test. Ja, maar ik denk toch één nuance daarover. Waar het in Gent is ingevoerd, is het de bedoeling dat dat een structurele maatregel is. Dus het is niet ene keer gaan kijken hoe zit het hier op het terrein en daar gaan we dan lessen uit leren. Het is een continue maatregel om natuurlijk te zorgen dat we de vinger aan de pols houden en dat het niet meer gebeurt. Ik denk dat dat het belangrijkste moet zijn, dat we discriminatie stoppen. Dank u wel. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, dames en heren, alors que nous commémorions nos victimes du 22 mars 2016, heeft de moorddadige waanzin opnieuw toegeslagen in Londen. Et donc, ik vraag u 1 minuut de stilte in acht te nemen. Je vous demande 1 minute de silence. Merci. Je vous remercie. Dank u. Voilà. L'ordre du jour appelle maintenant le vote sur la proposition de résolution visant
à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport, betreffende dus het voorbeeldgedrag van de overheden in zaken vervoer. Alors, begin van de stemming. Il n'y a pas d'amendement, donc on vote sur l'ensemble. Voilà. Unanimité. Unanimité, bravo. Donc la résolution est adoptée. Alors, nous passons au second maintenant. C'est dus de stemming over het geheel van het ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het verdrag van Minamata. Donc c'est le vote relatif à l'assentiment à la convention de Minamata sur le mercure. Début du vote. Voilà. Il manque, ontbreekt iemand. Dat is gedaan. 80, unanimité. Voilà, un Parlement très consensuel. Voilà, fin du vote. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin de journée, uitstekende eind van de dag.
de